Suite et presque fin de ce plateau BITV où nous animons un atelier avec la transition bas carbone dans le bâtiment, de l'exploitation optimisée à la rénovation énergétique. Vaste sujet que nous avons là. Marie Zeiter, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la transition énergétique chez Nexity. Avant qu'on commence à effleurer le sujet, est-ce que vous pourriez nous rappeler le contexte légal, général de ce sujet-là? Bonjour tout le monde, bonjour Jean-Baptiste. Donc, effectivement, je rappelle rapidement un contexte au niveau de la France. C'est un objectif, suite aux accords de Paris, d'atteinte d'une neutralité carbone en 2050. En parallèle de ça, on a le bâtiment qui, quand même, seul, concentre la plus grosse partie de consommation énergétique de la France. Et le bâtiment en exploitation, à lui seul. Par les constructions et maintenant, exactement, voilà, en exploitation, les bâtiments existants représentent aujourd'hui 46% de la consommation énergétique. C'est énorme. 28% en résidentiel, 16% en tertiaire, j'évoque même pas les commerces. Tout ça pour dire quoi? Qu'il va falloir non seulement agir sur la construction bas carbone, mais également sur la grosse partie des bâtiments existants, peu importe l'occupation, que ce soit du résidentiel, du tertiaire ou du commerce, pour pouvoir atteindre nos objectifs bas carbone. Et ça, au niveau du groupe Nexity, aujourd'hui, du fait de notre positionnement en opérateur global immobilier, de nos différentes filiales, on est en capacité d'adresser tous ces secteurs-là et d'accompagner nos clients, qu'ils soient des propriétaires bailleurs monopropriétaires en résidentiel, qu'ils soient des syndics de copropriété, qu'ils soient des institutionnels, des investisseurs qui ont des portefeuilles existants en exploitation optimisée, ou qu'ils soient aussi des investisseurs qui cherchent à redonner une nouvelle vie ou construire un nouveau portefeuille immobilier. D'accord. Allez-y. Donc, pour ça, rapidement, le contexte légal, mais chacun de mes collègues le rappellera quand il présentera sa partie. On a la chance d'avoir toutes les parties, logement, résidentiel, service, tertiaire. Exactement. On a un joli panel ici. On est bien entouré aujourd'hui. Donc, le contexte légal, et je commencerai par le résidentiel, c'est la loi climat et résilience. Très basiquement, on entend parler d'étiquettes aujourd'hui, à longueur de journée, dans les médias, les fameux G, F, E, A, B, voilà. Donc les G, F, gel des loyers. Donc on ne peut plus augmenter les loyers, et ce, dès 2023, c'est le cas. Pour les bâtiments G, interdiction de loyer si on ne fait rien en 2025. 2025, c'est demain. Les bâtiments G, les appartements en G à eux seuls représentent 600 000 appartements lots en France. Donc c'est énorme. Donc on se doit d'agir pour pouvoir les sortir de ces passoires énergétiques et puis se projeter dans un objectif de 2034, ça sera les étiquettes E. Donc à partir de 2034, ne plus avoir d'étiquette GFE et donc avoir des logements qui sont éco-rénovés, qui sont moins, on va dire, impactantes en termes de consommation de carbone sur le portefeuille, sur le territoire, plus vertueux sur le territoire français. D'accord. Et puis en résidentiel, on a le fameux décret tertiaire, et là aussi ça met des seuils un peu élevés. Le décret tertiaire pour les bâtiments tertiaires et commerces, c'est à horizon 2030 et c'est demain également. C'est assurer une réduction de consommation d'énergétique de moins 40% par rapport à une année de référence. Une année de référence qui reste à déterminer, mais aussi le gap est important. Sachant que ça a été déclaré là maintenant, la plateforme Opérate, c'est fini. L'année dernière, c'était la première année où on commençait les remontées de déclaration dans Opérate, et Joseph nous en parlera tout à l'heure. Mais tout ça combiné fait qu'on a des vrais enjeux et on s'équipe au sein de Nexity pour pouvoir y répondre et accompagner nos clients à y faire face. D'accord, alors commençons par le résidentiel si vous le voulez bien. Olivier Barbary, vous êtes directeur de métier copropriété et gestion locative chez Nexity. Quel impact ça a pour vous, pour vos métiers, la rénovation? Quels enjeux ça représente? Je pense que juste avant, je voudrais dire 2 mots sur ce que ça représente chez nous. Oui. D'abord, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos métiers sont des métiers d'intermédiaires. Nous sommes mandataires. Donc on peut proposer, suggérer, accompagner, mobiliser, mais pas obligé. On ne peut jamais décider.
Hein, les décisions, si on parle du monde de la copropriété, ben c'est la collectivité de la copropriété qui va prendre ces décisions lors d'une assemblée générale. Dans une relation avec un propriétaire qui nous a confié un mandat de gestion pour son bien, eh bien, encore une fois, c'est lui seul qui prendra la décision à un moment de faire. Ça me paraît important de le dire parce que ça met tout de suite en perspective les temps longs dans lesquels nous sommes, malgré des échéances, et Marie le rappelait il y a 10 secondes, qui sont assez rapprochées. Assez rapproché. Alors ça représente quoi? Karine Olivier le disait ce matin lors de la plénière d'ouverture. Chez nous, c'est environ 700 000 lots gérés en copropriété. Hein, 20 000 immeubles à peu près, un petit peu moins. Et puis ça représente environ 2000 lots qui sont gérés pour le compte de propriétaires bailleurs, investisseurs. Voilà. Alors pour répondre maintenant à votre question, ce qu'on a souhaité dès le départ, c'est se fixer nous-mêmes des objectifs. Hein, c'est important, si on veut avancer, si on veut progresser, il faut avoir des objectifs et pouvoir mesurer les choses au fur et à mesure. Autrement, on n'avance pas. C'est pour ça qu'on a inscrit ces objectifs dans 2 Green Deals successifs qu'on a signés avec le plan bâtiment durable, le premier en 2018 et le second il y a maintenant à peu près un an, en 2022. Nos objectifs sont les suivants et on verra où on en est par la suite. C'est d'avoir rénové ou accompagné la rénovation d'X immeubles en copropriété représentant 10 000 logements, donc à l'échéance de ce Green Deal. Fin 2025. Et concernant la partie propriétaire-bailleur, c'est d'avoir réalisé au moins 5000 audits énergétiques sur cette même période. Et pour revenir à la copropriété, c'est aussi avoir mis en place au moins 5 projets de surélévation, qui est un élément important, sur lequel on reviendra un peu plus tard, pour vous présenter ce mode aussi de financement des travaux de rénovation énergétique. Et quelles stratégies vous mettez en place pour ça? Parce qu'il y a l'objectif, mais après, la mise en place. Exactement. Alors sur la démarche vis-à-vis des copropriétés, ça remonte déjà à un certain nombre d'années. On est un peu rodé, ça fonctionne plutôt pas mal, même si, comme l'exprimait encore une fois Karine ce matin, on a des freins à tous les étages et il faut les lever au fur et à mesure. Elle parlait d'ailleurs de un tiers. Ouais, exactement. Le fameux un tiers, c'est bon, on va vous suivre. Un tiers, bon, on va voir ce que va dire le gouvernement. Et un autre tiers, c'est bon, on n'a pas les moyens. Exactement. D'accord. Donc, dans le domaine de la copropriété, on a regardé l'ensemble des parcs que nous gérons pour essayer d'identifier les meilleures cibles pour engager et proposer des rénovations globales. Tous les immeubles ne sont pas éligibles à une rénovation globale. Et l'important de cibler les rénovations globales, c'est de pouvoir atteindre à minima une amélioration de la performance thermique du bâtiment après travaux d'au moins 35%, ce qui vous permet de mobiliser un ensemble d'aides, et notamment celle qu'on connaît tous le mieux, qui est MaPrimeRénov', et notamment MaPrimeRénov' copropriété. Donc ça, c'est un premier ciblage à partir de data. Et après, c'est la construction d'ateliers dans toutes nos agences en France avec les collaborateurs pour, au regard de ces premières cibles, partager avec eux si effectivement ces cibles sont effectivement les bonnes, s'il y a des travaux déjà qui sont réfléchis ou qui commencent à être à maturation, et si surtout il y a une appétence potentielle des clients. Parce que le sujet, c'est de faire adhérer dans un ensemble immobilier qui est unique, des copropriétaires qui, par définition, sont différents et n'ont pas les mêmes objectifs. Un propriétaire occupant n'a pas le même objectif qu'un propriétaire bailleur. Un propriétaire occupant qui vient d'acquérir, qui s'est endetté, n'a pas les mêmes contraintes qu'un propriétaire qui est plutôt senior et qui a remboursé ses emprunts depuis déjà un certain nombre d'années. Donc ça, c'est le premier travail. Ça, c'est copropriété. Ouais. Copropriété, la deuxième étape dans le domaine de la copropriété, c'est de positionner un AMO. C'est obligatoire, c'est les textes qui nous y obligent dans le domaine de la copropriété, justement pour pouvoir, derrière, bénéficier de l'ensemble des aides dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est la deuxième étape. Et
on est accompagné dans l'ensemble du réseau. On a mis en place ce qu'on appelle des coachs rénovation qui permettent dans les agences ou sur plusieurs agences dans un même territoire d'accompagner l'ensemble des collaborateurs sur la dynamique, la réponse aux questions, l'accompagnement des copropriétaires pour pouvoir déployer ces projets. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de projets qui sont soit finalisés, terminés, soit en cours de travaux et qui représentent 7000 à peu près logements versus nos engagements de 10 000 à atteindre d'ici la fin 2025. Et voilà, 2025, fin 2025. Voilà la démarche copropriété. J'évoquais en introduction aussi des enjeux de surélévation. C'est une piste extrêmement forte, compliquée à mettre en œuvre, mais notre objectif, encore une fois, c'est de mettre en place 5 surélévations qui permettent de financer par la cession de droit à construire, de financer la rénovation énergétique de l'ensemble immobilier. On ne fait pas de surélévation pour faire de la surélévation. Surélévation, on parle aussi de densification parce que c'est un autre moyen d'agir un peu dans la même ligne, mais on fait de la surélévation pour embarquer un projet global et financer un projet de rénovation énergétique. On en a 2 aujourd'hui en cours. Sur Paris ? Un sur Paris et un à la montagne. Parce qu'à la montagne, il y a beaucoup de passoires thermiques. C'est des programmes en montagne ont été beaucoup développés dans les années 60-70. On est plein sur les cibles. Et à la montagne, vous n'avez pas d'aide. Puisque vous êtes sur de la résidence secondaire, donc vous n'avez pas d'aide. Donc il faut trouver d'autres moyens de rénover, et la surélévation est un bon moyen de financer les... Alors, ça c'était pour les copropriétés. Exactement. Passons sur les bailleurs. Alors pour les bailleurs, c'est une offre un peu différente qu'on a construite et qui permet d'accompagner naturellement, principalement, et c'est ce que nous avons lancé, tous les clients qui ont des biens étiquetés ou mal étiquetés F et G, en leur proposant un accompagnement de bout en bout, depuis la réalisation d'un audit énergétique, au départ, qui va préconiser un certain nombre de scénarios, en fonction du degré de ce que l'on veut atteindre dans l'échelle de l'échelle énergétique que tout le monde connaît, jusqu'à la réalisation des travaux. Et la grande force de l'offre que l'on propose chez Nexity à nos clients, c'est une garantie de résultat au bout. C'est-à-dire quand on fait l'audit énergétique et qu'après échange avec le client, on opte pour tel scénario de travaux qui permettra d'atteindre par exemple une étiquette D, eh bien on garantit qu'au bout, après les travaux et par la réalisation d'un nouveau DPE, de contrôler et de vérifier qu'on a bien atteint le seuil auquel on s'était engagé par le scénario de travaux. Et si on n'atteint pas le seuil, eh bien, c'est Nexity qui financera finalement les travaux complémentaires. Vous avez tout intérêt, quoi. Voilà. La loi climat et résilience a mis en œuvre un plan pluriannuel de travaux en copropriété. Comment est-ce que vous l'abordez ? C'est quelque chose de nouveau. On a commencé à... Parce que le PPT, c'était plus tertiaire. Ça a été appliqué depuis au logement. Depuis toutes les copropriétés, par taille, on y dans les 3 ans, à partir de 2023, puis 2024, puis 2025, vont devoir élaborer des plans pluriannuels de travaux. Donc on a mis en place, là encore, des offres pour nos clients, avec des partenariats pour que les assemblées générales, et on le fait depuis le début de l'année, engagent cette élaboration de plans pluriannuels de travaux. Je crois qu'à date, sur les 3 premiers mois, il y en a 170 à peu près qui ont d'ores et déjà été votés. Ce qui est important avec ces plans pluriannuels de travaux, c'est que ça va permettre très clairement à la copropriété qui ne s'est pas encore projetée d'avoir une vraie cartographie de ce qu'elle a à faire. Un plan pluriannuel de travaux, on le regrette un peu, c'est sur 10 ans. On aurait préféré des échéances un peu plus raccourcies, ne serait-ce que pour être cohérent avec le programme calendaire qu'on est en train de nous proposer, qui est de dire dès 2025 vous pouvez plus louer les G, dès 2028 vous pouvez plus louer les F.
D'accord ? Et donc l'idée, c'est par la mise en place le plus rapidement possible de ces plans pluriannuels, d'alimenter d'une autre manière la pompe à la fois des rénovations globales qu'on n'aurait pas pu identifier et qui va être un autre moyen pour les copropriétaires réellement d'avoir une vraie vision de ce qu'ils ont à faire. Et puis derrière, eh bien, au cours du temps, pour ceux qui ne peuvent pas être concernés par une rénovation globale, par étapes et par la mise en place de ces plans pluriannuels, eh bien, de gagner aussi en amélioration de leur étiquette énergétique. Alors ce plan pluriannuel de travaux, on va l'appeler PPT, hein, c'est plus simple. C'est aussi quelque chose qui est concret avec le décret tertiaire. Joseph El Haddad, vous êtes directeur performance durable chez Nexity. Comment ça se passe? Bonjour. Effectivement, en fait, le décret tertiaire, c'est une réglementation énergétique pour les bâtiments existants qui est assez ambitieuse. Aujourd'hui, voilà, on l'appelle aussi décret éco-énergie tertiaire ou décret de la rénovation tertiaire. On peut le résumer en 4 points. Alors, le premier point, c'est une obligation réglementaire de communication des données énergétiques entre le locataire, l'occupant et le propriétaire. Et le deuxième objectif, c'est d'optimiser ses consommations énergétiques. Le deuxième point, c'est le périmètre d'application qui est concerné. Ceux qui sont concernés aujourd'hui, ce sont les locataires, les occupants et les propriétaires des bâtiments d'une superficie supérieure à 1000 m². Exactement. Et le troisième point, ce sont les objectifs, les cibles aujourd'hui. Il y a deux types de cibles. Il y a des cibles, il y a une cible pour les bâtiments énergivores, entre parenthèses dites énergivores. Et pour ces bâtiments-là, il faut choisir une année de référence qui peut être entre 2010 et 2019. Qu'est-ce qui fait un bâtiment énergivore? Comment est-ce qu'il est qualifié énergivore? Est-ce qu'il a une étiquette comme sur le logement? Alors, on peut avoir une étiquette sur le logement, pareil pour le bâtiment tertiaire. On a les étiquettes, on a les DPE, mais c'est principalement son niveau de consommation énergétique au mètre carré qui est le plus éloigné de la valeur cible du décret tertiaire. On le considère comme étant un bâtiment énergivore. Et ce sont principalement les bâtiments qui sont construits avant l'année 90. Ce sont les bâtiments énergivores. S'ils n'ont pas, il n'y a pas de travaux qui ont été appliqués sur ces bâtiments, réalisés sur les bâtiments depuis leur construction. Et pour ces bâtiments-là, il faut choisir l'année de référence et en 2030, il faut que la consommation énergétique soit baissée de 40% et en 2050 de 60%. Voilà. Du coup, c'est là où on parle d'un décret qui est ambitieux en termes de résultats énergétiques parce qu'il y a quand même 40% d'économie d'énergie à réaliser en peu d'années. Et comment ça se passe sur le terrain alors du coup? Parce que vous dites c'est ambitieux, donc est-ce que c'est difficile à atteindre? 40%, ça paraît énorme quand même. Exactement. Alors aujourd'hui, peu de temps pour du tertiaire. En si peu de temps, mais aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on travaille. Le décret tertiaire, il est sorti en 2019. Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. On avait la première échéance qui était en septembre 2022, qui a été prolongée jusqu'à fin de l'année. Et aujourd'hui, on a toujours une flexibilité en 2023 à réaliser les déclarations. Cette première échéance, c'est les déclarations sur la plateforme OPA. Voilà. Il y a la deuxième échéance qu'on va parler tout à l'heure, mais c'est sur cette première échéance, il y a toutes les déclarations énergétiques qui doivent être réalisées. Il y a la déclaration des assujettis, voilà, bâtiment, combien d'assujettis on a à l'intérieur de ce bâtiment-là. Il faut déclarer les consommations énergétiques de l'année 2020 et 2021, et il faut surtout déclarer la consommation de l'année de référence. Voilà, quelle est l'année de référence et quelle est cette consommation énergétique. C'est là où on a aujourd'hui, sur le terrain, on a observé des difficultés parce que pour pouvoir choisir une année de référence, il faut collecter l'historique des données énergétiques, des consommations, l'historique des travaux réalisés sur le bâtiment. Et c'est là où parfois on a des creux d'informations là-dessus et qui compliquent l'analyse derrière et compliquent le choix de l'année de référence et que par défaut, parfois sur certains bâtiments, on choisit l'année la plus proche, l'année 2019, parce que c'est la seule année où on a des données complètes. D'accord, donc du coup, ça veut dire que prendre des données d'une année finalement pas si lointaine que ça fait faire un gap beaucoup plus important en termes de réduction. Oui, exactement, parce qu'on n'a pas valorisé les travaux. C'est au choix en fait du propriétaire?
C'est pas de un choix, choisir cette date? c'est imposé parce qu'il n'y a pas assez de données qui leur permettent de choisir une année antérieure. Par exemple, un propriétaire va choisir, pour la donnée qu'il a, il va choisir l'année la plus lointaine possible. Il va choisir l'année où la consommation énergétique est la plus élevée. Voilà. Et du coup, la consommation énergétique la plus élevée, c'est la consommation énergétique qui est avant la période où il y a eu des travaux d'amélioration, de rénovation dans le bâtiment. En fait, si Joseph peut nous le préciser, la spécificité du décret tertiaire, c'est cette unité de déclaration entre le propriétaire et le locataire. Pour la première fois, on raisonne bâtiment, c'est la consommation du bâtiment. Donc, si le propriétaire disposait de données, mais que le locataire ne dispose pas de données sur ses parties privatives et qu'on souhaite avoir un objectif global de bâtiment, ça peut être problématique et vice-versa. C'est intéressant du coup d'avoir une vision globale du décret tertiaire de la consommation du bâtiment, parce que l'objectif n'est pas de dire c'est la responsabilité de X versus la responsabilité de Y, mais d'atteindre une certaine vertuosité de consommation énergétique à l'échelle d'un portefeuille, à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un quartier, pour atteindre les objectifs de neutralité carbone dont on a parlé en 2050 pour la France. Voilà. D'accord. Alors, quelle va être la suite après Opérate ? Alors, l'Opérate, c'était la première déclaration, la première échéance. La deuxième obligation, c'est l'optimisation des consommations énergétiques. Il ne faut pas oublier que le décret tertiaire, c'est une obligation d'atteindre des résultats énergétiques. Voilà, ce n'est pas une obligation de moyens qu'on peut observer sur d'autres réglementations aujourd'hui, d'autres décrets. C'est plus engageant. C'est plus engageant. C'est plus engageant. Et aujourd'hui, on a plusieurs décrets qui sont sortis qui peuvent accélérer la rénovation énergétique, comme le décret BAX qui est sorti, comme la loi sur les énergies renouvelables, qui peuvent être en faveur de l'optimisation énergétique et du décret tertiaire, parce que d'un côté, on optimise le pilotage énergétique dans le bâtiment, et de l'autre côté, on favorise l'autoconsommation énergétique dans le bâtiment et ne pas solliciter le réseau extérieur. Du coup, le décret tertiaire, l'objectif principal, c'est de baisser les consommations. Et les baisser de consommation, c'est la responsabilité de toutes les parties prenantes dans un bâtiment. De la partant de l'occupant, le propriétaire, le syndic, l'exploitant, voilà, toutes les parties prenantes sont responsables de cette baisse de consommation. Aujourd'hui, nous, chez Nexity, on travaille sur ces sujets-là. On a mis en place plusieurs offres adressées aux propriétaires comme adressées aux occupants. L'offre d'énergie management, l'offre de comité vert qu'on met en place pour pouvoir sensibiliser les occupants à la performance environnementale et énergétique, les sensibiliser à baisser les consignes de température de leur zone d'occupation, leur sensibiliser le mainteneur à la performance au niveau du pilotage, éteindre les équipements quand il n'y a pas besoin de les garder en fonctionnement, d'optimiser les consignes de température dans tous les locaux. Voilà, le travail il est là. Il y a beaucoup de travail de pilotage énergétique, parce qu'avec le pilotage et la sensibilisation, on peut en moyenne récupérer 15% à peu près de gains énergétiques, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est un bon état pour pouvoir atteindre pour les 40%, pour les 40%, bien évidemment. Et le reste, s'il nous reste encore 25% au plus, bah c'est là où on regarde les travaux d'amélioration en regardant les systèmes dans un premier lieu, et s'il y a une nécessité, aller attaquer l'enveloppe et proposer des travaux sur le changement des modes de production ou le changement de l'isolation, ou travailler l'isolation du bâtiment. Alors, ces éléments-là, c'est très très engageant pour l'exploitation. Olivier Autrey, vous êtes directeur technique immobilier tertiaire de Nexity. Comment on fait pour répondre à ces enjeux d'exploitation ? Alors, en complément de ce que disait Marie tout à l'heure sur les consommations, où 16% des consommations, c'est le tertiaire. Ouais. Moi, je voudrais rajouter un élément, c'est que 30% du pic d'appel de puissance sur le réseau électrique français, c'est le tertiaire. Donc, piloter l'exploitation du tertiaire et l'énergie dans le tertiaire, c'est faire face à ces pics, quoi. Voilà, c'est faire face à ces pics, c'est éviter des blackouts en hiver, et c'est se donner un peu de temps pour développer les énergies renouvelables ou remettre à niveau le parc nucléaire. On a cet automne un projet de loi qui sera discuté sur la programmation énergie-climat. On aura les scénarios de production énergétique en France
qui seront débattus. En face, il y a des scénarios de consommation qui sont à travailler aussi. Et l'exploitation du parc tertiaire, c'est fondamental dans ce cadre-là. On y est bien dessus ou pas? Ou c'est encore très problématique? La gestion du bâtiment, la gestion Alors, technique. la gestion, Joseph en a parlé, pour gérer, il faut connaître. Oui. La première étape opérate était de toute manière nécessaire. Opérate. Deuxième étape, il a parlé du décret BAC, c'est un décret tout à fait important puisque ça permet d'automatiser les relevés d'informations, de disposer de data et de construire des plans d'action derrière. Voilà, piloter, exploiter et puis construire les plans d'action. Joseph le disait aussi, le deuxième levier qu'on va avoir à disposition, ça va être de travailler sur les systèmes de production. Et le troisième, ce sera de travailler l'enveloppe. L'enveloppe pour le parc qui va être le parc énergivore, donc qu'on date avant 90, avant l'émergence des RT qu'on connaît depuis cette époque-là. C'est 35% probablement du potentiel d'économie d'énergie, à lui tout seul. Donc quand on regarde les 40% ou les 60% à des horizons plus lointains, eh ben on voit que la part de l'enveloppe, c'est absolument fondamental. Quand on s'attaque à l'enveloppe, on s'attaque à l'image du bâtiment et on va requalifier les actifs. Et donc derrière ça, il y a probablement un travail de rénovation un peu plus lourd du parc tertiaire. Et donc là aussi, Nexity a une offre qui est importante et on a des équipes qui sont spécialisées en réhabilitation depuis pas mal d'années, avec des réalisations tout à fait significatives. On a livré le premier bâtiment bois du QCA, qui s'appelle la Maison Bayard, qui est l'ancien siège de RTL, qui a une très belle réussite. Voilà, on a ce type d'expérience. On a en cours, en travaux en ce moment, l'ancien siège de la région Île-de-France. On en a parlé précédemment, tout à fait. Dans le 7e arrondissement. Voilà. On a une expertise très forte sur des rénovations importantes de parcs immobiliers très différents, anciens ou plus récents. D'accord. Parlons des échéances suivantes. Alors, les échéances suivantes, on parlait de l'enveloppe. Là, on y est clairement. Ouais. Quand on a passé les premières étapes, l'exploiter, piloter, la deuxième étape, je le disais, c'était les systèmes. La troisième étape, c'est la GTB, les systèmes de production. Oui. Ça fait longtemps que dans le tertiaire, on a abandonné, en tout cas en production neuve, tout ce qui est centrale de production gaz. Voilà, on est passé sur des systèmes thermodynamiques depuis très longtemps. Donc ça, c'est une étape qui est plus à faire, mais c'est des machines qui ont des durées de vie et qu'il faut rénover et on va chercher des efficacités meilleures. Et puis la dernière étape, ça va être de rénover complètement l'actif et notamment l'enveloppe. D'accord. Donc toute l'enveloppe du bâtiment. Ok. D'autres exemples de projets que vous avez sur des réhabilitations? Alors on en a beaucoup. C'est une part de plus en plus importante de notre activité. On a des équipes spécialisées à Paris, mais c'est un type de projet qui commence à arriver aussi en région, qu'on n'avait pas forcément beaucoup adressé jusque-là en région. On produisait pas mal de neufs en région, mais là, on commence à voir arriver ce type de projet en région. Parlons du neuf. Est-ce que ça s'intègre aussi dans cette dynamique-là? Alors, le neuf, en réalité, c'est un formidable laboratoire pour l'ancien. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on connaît la RE 2020, puisqu'on en a beaucoup parlé, qui introduit des nouveaux critères au-delà de l'énergie, sur le confort d'été, sur le carbone. C'est un formidable levier d'innovation, en réalité. On le voit comme ça chez nous. Et on a développé des projets très innovants, pour le coup, qui adressent conjointement le carbone et l'énergie. On a le concept essentiel pour lequel on a 2 projets qui sont en gestation, un dans des climats très différents, un à Nice et un en région Île-de-France. Et c'est un bâtiment alors en tertiaire qui sera sans chauffage et sans climatisation. Et donc évidemment,
une économie sur les systèmes, une économie sur l'énergie et un bâtiment qui est par essence durable en réalité. Et une conception qui doit être aux petits oignons, j'imagine. Alors c'est une conception qui demande beaucoup d'études, mais c'est aussi une conception qui est extrêmement riche d'enseignements pour la rénovation. Et le concept essentiel, on va le transposer sur des immeubles existants et sur en particulier un patrimoine, sur le patrimoine des années 90 dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages. On a fait un vrai bon tour d'horizon de tous les enjeux, que ce soit sur le résidentiel, copro et sur le tertiaire, avec construction, exploitation et la suite. Merci à vous pour votre témoignage et peut-être à bientôt sur BITV. Merci à vous.